Et quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, si tu as une seule source de revenus, tu es mort. Alors, si tu n'as pas de source de revenus, ça veut dire que tu es déjà enterré. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous voulons t'apprendre comment diversifier tes sources de revenus et les rentabiliser. Comment diversifier mes sources de revenus et les rentabiliser? Eh bien, c'est la thématique qui retient notre attention dans cette émission d'aujourd'hui que nous tournons avec un invité très spécial. À tout à l'heure. Soyez les bienvenus dans votre émission Un regard sur la Bible. Que vous nous suiviez sur la télévision JVA ou sur le YouTube, soyez les bienvenus dans cette émission. Donc aujourd'hui, nous voulons t'apprendre comment pêcher et surtout les bonnes stratégies à adopter pour avoir une pêche abondante. Et donc, comment diversifier et rentabiliser mes sources de revenus, c'est la thématique sur laquelle nous allons élaborer pendant les quelques minutes de cette émission. Et donc, je suis avec le docteur Emmanuel Bayaro pour en débattre des différentes questions. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Oh, je vais très bien. Je précise que vous êtes spécialiste en intelligence financière. Oui, je suis spécialiste en intelligence financière. Voilà. Donc, formateur aussi en éducation financière. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'aider nos téléspectateurs. Voilà. Nous voulons les aider à pouvoir diversifier leurs sources de revenus et surtout les rentabiliser. Parce que c'est une chose d'avoir des sources de revenus, mais si on n'arrive pas à les rentabiliser, les objectifs qu'on s'était fixés avant de créer, on peut dire des ministères, entreprises ou bien des grandes entreprises, si on n'arrive pas à les atteindre, alors on est foutu. Ah oui, donc aujourd'hui, carrément, on est là pour leur permettre de pouvoir avoir les bons réflexes et les bonnes attitudes, les bonnes caractéristiques qu'il faut qu'ils les aient afin de pouvoir arriver à atteindre leurs objectifs qui se sont fixés avant de pouvoir démarrer leurs activités. Voilà, alors, quelqu'un se poserait forcément la question, peut-être tu en as déjà entendu parler, mais peut-être quelqu'un à quelque part se dit, mais qu'est-ce qu'on appelle source de revenus? Docteur, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur cette question-là? Oui, une source de revenus, pour dire simple, c'est d'où l'argent me vient pour satisfaire mes besoins. D'où est-ce que je tire mon argent que j'utilise pour assurer mes besoins de survie ou mes besoins de consommation, ainsi de suite. Donc nous allons dire qu'une source de revenus, c'est là où vous puisez vos ressources pour les utiliser pour vous-même, ou bien pour utiliser ça à l'endroit de votre famille, votre entreprise, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas de source de revenus, ça veut dire que vous n'avez pas quelque chose qui vous apporte de l'argent. Et comme ici, nous sommes sur la sagesse financière, c'est pour ça que nous parlons de l'argent directement. Sinon, le champ aussi, c'est une source de revenus. Voilà, j'allais poser la question, mais c'est quoi donc une source là? Je dis maintenant que le champ d'igname, c'est la source qui me produit mes ignames. Le champ d'haricots, c'est le champ qui me produit le haricot. Donc, le champ de maïs, c'est ma source de maïs. Donc, c'est quelque chose que j'ai ou bien quelque chose que quelqu'un a. Et c'est à partir de ça que moi, je tire mes substances pour pouvoir survivre. Voilà. Et donc, à partir de cette source-là, vous avez en fait de l'argent. Voilà. Et pour satisfaire justement vos besoins. Voilà. Et en dehors, par exemple, en dehors du champ, quels sont les types de sources de revenus qu'on peut avoir? Oui, maintenant, on va dire aussi que d'autres sources de revenus, par exemple, quelqu'un a créé son entreprise, maintenant, moi, je vais là-bas, il m'embauche comme employé ou salarié. Et là, il me promet un salaire à la fin du mois. Cet emploi devient maintenant ma source de revenus. Parce que si je n'ai plus cet emploi, je ne peux pas avoir ce salaire. Et donc, je n'ai pas d'argent pour satisfaire à tous mes besoins de survie. Voilà un peu. Donc maintenant, vous allez voir qu'à part, nous allons évoluer dans les temps. Vous avez dit, il y a des sources de revenus gagnés, des sources de revenus qui sont passifs, des sources de revenus actifs. Donc maintenant, on va dire que celui qui
a, par exemple, de l'argent qu'il a peut-être gagné à partir d'un travail, parce qu'on parle de la Bible, Dieu a dit de travailler. Donc, quand on travaille maintenant, on gagne. Et quand on gagne maintenant, si tu épargnes une partie de ce que vous avez gagné au niveau de votre source d'emploi, vous pouvez maintenant investir une partie dans une entreprise ou dans une activité qui maintenant, peut-être que vous avez recruté quelqu'un pour laisser dans votre boutique que vous avez créée, dont la personne surveille, vend, et chaque soir, toi, tu as des sous de revenus, mais non pas directement de votre temps de travail. C'est-à-dire, vous-même, vous n'étiez pas présent sur les lieux pour utiliser votre force et votre savoir-faire. En fait, vous employez quelqu'un, en fait. Voilà. Donc maintenant, vous allez dire que cette source de revenus-là, ça vient de vos investissements. Parce que vous avez gagné l'argent, vous avez investi dans la construction d'une boutique. Et maintenant, comme vous avez alimenté des produits de nécessité première pour la boutique et les gens viennent acheter avec quelqu'un qui gère votre boutique, donc ça devient quelque chose qui vient de vos investissements. Ou bien carrément, vous avez un peu plus d'argent, vous avez donné à une banque et vous avez conclu avec la banque que le taux d'intérêt annuel c'est peut-être 6%. Et maintenant, à la fin de l'année, maintenant, la banque vous reverse les intérêts. Vous-même, vous n'êtes pas là-bas pour vendre cet argent aux clients de la banque, mais la banque vous reverse déjà aussi une source de revenus. Et c'est ce qu'on dit que tu es à la maison et ton argent travaille pour toi. Voilà. Et en temps normal, c'est deux façons de gagner l'argent. Ou soit tu travailles pour gagner de l'argent, ou soit tu fais travailler ton argent pour gagner de l'argent. Soit tu le places dans une agence pour qu'à la fin de l'année ou à la fin du mois, tu puisses tirer des intérêts. Ou carrément aussi, tu peux employer quelqu'un et par le biais de cette personne-là, tu as de l'argent à la fin. Et par exemple, une personne qui a son atelier et qui a sa propre boutique, la personne, ce qui veut dire que cette personne en question n'emploie pas quelqu'un d'autre, mais gagne directement son argent, tout comme le paysan, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons des revenus actifs. Un revenu actif, c'est un revenu qui nécessite que vous-même, vous soyez présent. Exact. Donc, vous utilisez votre temps pour pouvoir générer ce revenu-là. Le jour que vous ne répondez pas présent, vous n'avez pas de revenu. Voilà. Donc, c'est la même chose pour celui qui a la boutique et c'est lui-même qui gère la boutique. Donc si aujourd'hui il ne se réveille pas en bonne santé, il n'ouvre pas, il n'y a aucun franc qui va tomber chez lui. Mais par contre, celui qui a 10 boutiques dans la ville de Lomé et il a recruté des gens pour laisser dans les 10 boutiques, lui ne fait que circuler. Bon, on lui dit, chez moi j'ai fait tel montant aujourd'hui, l'autre dit j'ai fait peut-être 10 millions de ventes, l'autre 5 millions, l'autre 20 millions, ainsi de suite. Et le soir, malgré qu'il était à la maison, tout cet argent-là vient chez lui. Et c'est pour ça que, bon, en évoluant, nous allons demander à chacun, il doit quand même diversifier ses sources de revenus et surtout ne pas vivre des sources de revenus qui dépendent de son activité directe. Parce que quand c'est comme ça, le jour qu'il y a problème, donc ça veut dire que tout est tombé. Et donc, quand c'est indirectement que toi, tu as tes sources de revenus, on parle du revenu passif, c'est ça? Du revenu passif. D'accord. Je pense que toi aussi, tu as compris aujourd'hui. Si par exemple, tu es propriétaire d'une boutique, tu es patronne, l'argent que tu gagnes directement de là, et c'est un revenu actif. Parce que c'est toi qui vas travailler et tu as cet argent. Mais par contre, si tu as des ouvriers et que tu emploies ces personnes-là, que toi, tu n'es pas tout le temps dans cet atelier-là, le revenu qui te vient s'appelle le revenu passif. Est-ce que tu as compris? On y va. Alors, docteur, pourquoi donc... Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oh non, c'est bon. D'accord. Alors, pourquoi diversifier donc les sources de revenus? Oui, dépendre d'une seule source de revenus, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? C'est comme vous avez une table et la table a seulement qu'un pied. Si le pied là se casse, ça veut dire que la table est à terre. Mais si vous avez une table à 4 pieds, quand un pied se casse, vous pouvez endosser ça avec un mur et les 3 pieds soutiennent la table et puis on continuera par utiliser. Donc là, comme ça, minimum,
chacun devait avoir 4 sources de revenus. Et j'allais poser même la question, voilà. Combien de sources on devrait avoir? Minimum 4 sources de revenus. Minimum? Oui. Et le maxi, c'est combien? Bon, le maxi, c'est autant que tu pourras créer. Voilà. Okay. Donc maintenant, si nous prenons le jardin d'Éden dans la Bible, Dieu n'a pas fait arroser le jardin d'Éden par un seul fleuve. Il y avait 4 bras de rivière qui arrosaient. Donc ça dit que si une source qui prenait ses eaux pour amener vers le jardin d'Éden, si quelque part il y a problème, anomalie de pluviométrie, donc ça dit qu'au moins dans l'autre région il va pleuvoir. Forcément. Et l'eau va venir de ces différentes sources qui sont toujours actives. Pour irriguer en fait pour irriguer. Le champ ou voilà. le jardin d'Éden. Voilà. Donc maintenant nous aussi, si je suis dans un emploi, ça veut dire que je dois quitter le matin 7 heures et je suis là-bas jusqu'à peut-être 17 heures. Donc maintenant, je vais dire que c'est ma principale source de revenus. Donc je dois commencer par regarder à partir de cette source principale de revenus, quelles sont les sources d'à côté que je peux créer. Et en créant ces sources d'à côté-là, par exemple, quand nous prenons aujourd'hui nos amis fonctionnaires qui ont des motos, ça veut dire que lui dit que quand lui il quitte pour aller au boulot, il peut faire one-two, transporter quelqu'un de Legbasito, il le dépose à Goyassié, il prend 500 francs, de Goyassié pour aller vers Kazep, il prend quelqu'un. Et c'est dans le sens de la diversification, ça. Voilà, il crée, parce que lui-même, il va à sa source principale de revenus, mais maintenant, comme il a une moto, il crée des sources parallèles, greffées toujours sur sa principale source. Là, comme ça, il est en train d'aller au boulot, mais maintenant, c'est les 2 clients qu'il a pris en cours de route là qui payent son carburant. Indirectement, donc, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que lui va au boulot, chaque matin, il retourne chaque soir, mais il ne paye pas le carburant. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il a généré d'autres sources de revenus qui lui permettent de pouvoir résoudre ce problème. Et d'une manière ou d'une autre, il a essayé de sécuriser un peu son salaire de fin du mois. Voilà, il a sécurisé son salaire de fin de mois. Voilà. Donc maintenant, on peut aussi voir d'autres personnes. Il va regarder au petit, là où je travaille, je sais bien parler. Ok, je sais bien parler. Je sais bien parler. Maintenant, les connaissances que j'ai acquises dans mon lieu de travail, je peux, par exemple, je prends quelqu'un qui travaille peut-être au niveau d'OTR, par exemple. Maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas tous les impôts, la loi de finances et autres. Comme il est là-bas, il travaille là-bas. Dans les samedis où il est en week-end, il peut dire j'organise un séminaire sur la nouvelle loi des finances 2025. Et je vous partage quels sont les points nouveaux qui sont intégrés et les anciens qui sont enlevés dans la loi des finances que vous devez connaître et gérer bien vos entreprises. Mais à la base, il est employé là-bas. S'il se lève à faire ça, est-ce qu'il n'aura pas de problème avec ses responsables premiers? Non, c'est pour aider même, pour que les gens qui sont dans leur boutique et dans leur entreprise n'aient pas de problème d'impôt avec OTR. Et même aujourd'hui, OTR en a créé un institut même pour former des gens dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que si tu as des amis, des connaissances, que tu leur aides comme ça, je aussi étant gentil que tu m'as aidé pour éviter telle pénalité, je te suis reconnaissant, prends ceci, prends cela. Donc ça veut dire que les compétences que vous avez sur votre lieu de travail, c'est ça que vous avez utilisé pour créer d'autres sources de revenus. Voilà. Donc c'est comme ça que pour diversifier ces sources de revenus, on doit partir de notre source principale, qui est centrale, parce que c'est là qu'il faut concentrer tout le temps nécessaire. Maintenant, à côté de ça, je fais autre chose qui n'empiète pas sur ma source principale, mais qui me génère des revenus. Si nous prenons au niveau de ceux qui ont des dons de chanter, par exemple, vous chantez bien, vous êtes bien sûr salarié, vous avez votre source principale. Maintenant,
si vous chantez bien par la grâce de Dieu, et on vous invite sur des concerts. Donc vous pouvez aller chanter dimanche soir seulement, vous prenez un cachet qui pourra vous aider à vous déplacer toute la semaine sans débourser un franc. Est-ce que ce n'est pas monétiser son don spirituel? Oui, bon, il y a des dons, des dons spirituels. Bon, ça, je ne suis pas pasteur, mais c'est les talents que Dieu a donnés. Venez ici. Les talents que Dieu a donnés à chacun. Et puis bon, tu utilises ces talents-là pour pouvoir créer d'autres sources de revenus. Voilà un peu comment il faut passer pour diversifier ces sources de revenus. Merci beaucoup, docteur. À vous, chers téléspectateurs, dans votre émission Un regard sur la Bible aujourd'hui, nous voulons vous apprendre comment diversifier les sources de revenus et surtout les rentabiliser. Et je suis avec le docteur Bayaro Emmanuel, qui est un spécialiste en intelligence financière. Et donc, avec lui, vous apprenez le comment. Il vous donne des techniques qui puissent vous permettre d'être aussi des personnes assez autonomes et ne pas dépendre forcément quémander. Non, donc avec lui, on aura à beaucoup apprendre. Alors, quand on parle de la rentabilisation, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, quand on parle de la rentabilité, c'est de regarder combien j'ai mis et ce que j'ai mis pour produire ce service ou bien ce produit, ou bien tout ce que j'ai investi dans ma boutique, combien je gagne par rapport à ce que j'ai mis. Donc, c'est quand on va voir que le bénéfice qui est issu de cette activité-là est supérieur à ce que nous avons mis, là, on va dire que c'est rentable. Par exemple, supposons que quelqu'un fait les beignets avec Akoulouzobon, là. Maintenant, il va et il vend. Il a mis peut-être 10 000 francs pour pouvoir faire sa bouillie et mettre les beignets à côté. Et à la fin, on va dire que quand les gens sont venus acheter à la fin de la journée, la bouillie est finie, les beignets aussi sont partis. Mais les 10 000 francs qu'elle a mis là, ça n'a donné que 10 500. Voilà. On va dire quand même qu'il y a un profit. Parce que quand on fera 10 500 moins 10 000, il y a 500 francs. Mais on va dire que cette activité n'est pas rentable, malgré que le résultat est positif, mais ce n'est pas rentable. Voilà un peu ce qu'il faut voir en termes de rentabilité. Mais si l'activité, elle a dépensé 10 000 pour créer l'activité et à la fin, elle a trouvé 25 000. Maintenant, l'activité a consommé 10 000 et ça a produit 25 000. Le bénéfice dégagé est 15 000 francs. On dit que ça, c'est un truc rentable. Si elle continue dans cette activité-là, ça va quand même supporter ses besoins, ses charges. Et là, c'est une bonne activité qu'elle peut maintenant, si elle était au point d'Agoy-Zongo, maintenant on va leur dire comment diversifier pour avoir un point à Bepota, un point à Télésou, un point ici, et voilà, en mettant maintenant des gens à son service, utilisant eux aussi leur temps. Le premier que, bon, quand moi je vends pour 10 000 que j'ai investi, je gagne 15 000 de bénéfices. Donc si je donne 5 000 francs pour le salarié que je vais engager avec Pota, donc ça veut dire lui aussi vend pour 10 000 engagés, il gagne 25 000. On lui paye 5 000 et là, la propriétaire revient à la maison avec 10 000. Donc, elle-même pourra être sur son premier point de vente. Elle fait 15 000 francs le jour et maintenant, les 5 points qu'elle a créés dans différents endroits avec différentes personnes vont amener 10 000, 10 000, 10 000. Et là, maintenant, elle va sortir avec 65 000 francs par jour. Et vous allez voir qu'elle dépasse largement les hauts cadres des entreprises. Mais c'est seulement la bouillie, comme l'activité est rentable, elle a démultiplié les sites. Et là, comme ça, c'est là qu'on va dire que il y a dans la diversification, il y a la diversification horizontale, la diversification verticale et la diversification géographique. Ça veut dire, c'est tel que nous avons cité Agoué,
où elle a commencé, Bekpota, Télésou, Adido Gomela. Donc, elle a essayé d'élargir son secteur d'activité. Donc, c'est géographiquement qu'elle a fait. Donc, c'est la même chose, mais elle a cherché de différents points pour installer la même activité telle qu'elle fait ici. Et c'est ça qui a ramené 50 000 francs de bénéfices. Maintenant, elle peut regarder dans la diversification horizontale. Elle va dire que, bon, je faisais baigner à Clouzobon. Maintenant, je vais faire juste à Kassa à côté. Je vais faire encore ajouter peut-être coco à côté. Et comme on dit aujourd'hui, WhatsApp et tout ça. Et Facebook. Facebook là. Donc, elle met encore, c'est sur le même lieu, mais elle a essayé de remettre encore, rallonger la chaîne des produits que le même client qui arrive peut désirer. Et donc là, elle a élargi les choses horizontalement. Ça, c'est élargi. C'est le même produit, le même article, mais de différentes, comment je vais le dire, caractéristiques peut-être. Oui, oui, les variantes ouais. sont encore nombreuses. Donc tu viens, tu as plusieurs choix. Voilà. Donc c'est comme ça dans la diversification. Et là, c'est ce que nous disons là, c'est au niveau des entreprises même. Parce qu'une entreprise qui est en train de produire, donc à Lomé ici uniquement, elle doit penser comment je vais reproduire la même activité à Tapamé, à Dapaon, à Kara, et là comme ça, sur la même activité, elle est en train d'occuper les régions et en même temps augmenter ses sources de revenus. Alors aujourd'hui, quels sont les domaines qui sont vraiment porteurs? Parce qu'avant de pouvoir dire, ok, je vais diversifier, même commencer quelque chose, il va falloir que tu saches ce qui marche en fait. Est-ce qu'il y a des domaines que vous pourrez nous faire connaître aujourd'hui? Oui, les domaines porteurs. Tous les domaines sont porteurs, tous les secteurs d'activité sont donc très rentables. Mais je conseillerais que d'abord, il faut... Et là, je veux aller au niveau de l'intelligence financière, parce que il faut d'abord chercher sa sécurité financière. Et c'est-à-dire? La sécurité financière, c'est que tu as un fonds d'urgence que tu crées, et le minimum, c'est 3 mois de salaire pour les salariés, ou les particuliers, ou bien les propriétaires d'entreprise. Ils regardent à peu près combien je dépense chaque mois, et il fait au moins 3 à 6 mois de ces dépenses qu'il garantit sur un compte donné. Pour qu'au cas où il y a petit pépin, il peut aller là-bas sans aller emprunter, sans aller supplier, frapper la porte à qui que ce soit. Quand vous avez constitué ce fonds de sécurité, c'est ça que nous avons, le filet de sécurité. Vous savez que vous avez une base. Maintenant, vous pouvez entamer les investissements. Donc, dans quel secteur il faut aller? Par exemple, il y a le secteur immobilier. Et pour aller dans l'immobilier, il faut avoir un peu de fonds. Voilà. Donc, pour acheter un terrain, jusqu'à ce que construire et mettre en location, il faut quand même mettre les bouchées doubles. Mais aujourd'hui, nous, ceux qui nous abordent pour les conseils, nous leur montrons certaines astuces, comment faire. Et comment ils vont faire. Pour que ça soit un peu plus allégé. Par exemple, au lieu que toi seul, tu prennes 15 ans pour finir un bâtiment et mettre en location. Aujourd'hui, nous avons des stratégies qu'on peut proposer à des gens et puis les unir un peu sur des projets. Et puis bon, vous n'avez pas besoin d'attendre 15 ans. En moins de 6 mois. Et comment ça se fait? C'est de la magie? Non, ce n'est pas la magie. C'est des gens qu'on doit former d'abord, changer un peu leur mentalité. Et puis, comme nous sommes au niveau de la Bible, Dieu même dit que 2 valent mieux qu'un. Et puis maintenant, 1 poursuit la force 1000, de l'union. Voilà. Et 5 vont poursuivre 10 000. Voilà. Donc cela veut dire que si tout à l'heure, une personne doit mettre 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans pour finir un bâtiment avant de le louer, si on rassemble 100 personnes,
ce n'est pas le même temps qu'ils vont mettre. Mais il faudrait que ces gens-là aient de mentalité changée et puissent avoir cette vision de la fourmi. La peur est évidente. Voilà. Quelqu'un ne va pas se lever demain et dire, non, ben, voilà comment c'est pour moi, quoi. Et puis aussi, ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a des règles de gestion qui réglementent ça, mais seulement que ceux qui sont de mauvaises intentions, vous finissez maintenant à lui dire que non, bon, le projet qu'on a réalisé là, bon, je veux qu'on revende et puis bon, chacun reprend ses sous. Donc vous êtes obligé maintenant, vous avez fait un projet pour durer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, lui, s'élève que vendons et puis chacun et donc, prend ses fonds. Quand par exemple cette maison construite est mise en location, ce qui veut dire ceux-là qui ont investi dans la construction perçoivent des intérêts. Ils perçoivent les intérêts. En quelque sorte, des loyers. Ok, des loyers. Super ça. Donc, là, comme ça, si vous avez contribué à avoir 50 maisons à Lomé et que chaque maison, par mois, vous ramène seulement que je prends le minimum 10 000, ça veut dire que 50 fois 10 000, là, vous avez au moins 500 000 francs par mois. Alors, à part le domaine le secteur de l'immobilier, quel autre secteur est porteur aujourd'hui? Oui, il y a aussi l'agriculture. Parce que tout le monde mange. Et aujourd'hui, nous mangeons ce qui est importé. Ça aussi, c'est un danger, parce que si nous-mêmes, on ne produit pas pour nous autosuffire, c'est déjà un danger. Bon, la guerre de l'Ukraine nous a enseigné un peu comment les produits desquels nous vivions, donc tout ça là, ça a augmenté du coût parce que le ravitaillement n'est plus là. Donc, si aujourd'hui aussi, on ne doit pas faire aussi une agriculture individuelle, à moins que nous avons beaucoup de moyens. Sinon, la collectivité aussi, ça marche très bien. C'est pourquoi le gouvernement a opté pour les agropoles. On a procédé par les groupements. Et là, comme ça, quand on met les gens ensemble, vous allez voir que si aujourd'hui, nous pouvons rentabiliser l'agriculture avec peut-être 100 personnes, dont chacun amène seulement 1 million, vous avez 100 millions pour créer une structure agricole rentable, et puis vous allez travailler à contre-saison, parce que vous allez irriguer les champs et tout de suite. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont individuellement. Lui seul, il ne peut pas réunir les 100 millions. Il ne peut pas mettre toutes les structures qui vont alimenter la structure pour que ça soit rentable. Peut-être il est allé prendre quelques 10 millions dans une institution de finances. Il a mis, il attendait le bon Dieu de faire tomber la pluie. Mais malheureusement, la perturbation est venue. Si c'est au moment de la floraison que la pluie a cessé, pendant un temps là, ça se fane et puis bon, le truc en fait. est parti. Donc, ces 10 millions sont partis en fumée comme ça. Mais si on avait réuni peut-être 100 personnes qui rassemblent 10 millions chacun, ça fait déjà un montant qu'on peut tirer même l'eau d'une source très lointaine pour amener sur le site. Et là, comme ça devient une entreprise agricole. Alors, pour le téléspectateur ou la maman qui est là, en train de nous suivre, un papa, un jeune, il se dit, mais à la fin, comment est-ce que je fais moi, par exemple, un étudiant ou un fonctionnaire, qui se dit, bah, comment je vais faire maintenant pour diversifier les sources, bien la source de revenus principale que moi j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui répondrez? Oui, si c'est une maman, suffit qu'elle épargne. Parce que c'est à partir de nos épargnes que nous pouvons constituer des fonds pour investir dans des activités. Et si des gens ont pu faire l'effort d'épargner, c'est là aussi qu'ils ont besoin d'un conseiller financier ou bien d'un spécialiste en intelligence financière comme nous pour les accompagner dans le processus. Par exemple, aujourd'hui, il y a une maman qui a peut-être 10 000 francs d'épargne. Elle ne peut pas aller au niveau de, comment on appelle, la bourse de valeur que nous avons ici, SCCI, pour dire que bon, j'ai 10 000 francs, je viens
Donc, épargner, si vous tournez là-dessus pour me ramener les choses. C'est pour ça, toujours aussi, on dit, si nous sommes nombreux, si nous avons aujourd'hui 1000 personnes, que dont chacun a épargné 10 000, et nous mettons les gens là ensemble, 1000 fois 10 000, ça fait 10 millions. On peut aller maintenant utiliser les 10 millions, aller au niveau de SGI, pour dire que nous sommes venus pour investir sur la valeur mobilière 10 millions et ils vont accepter. Alors, chez eux, il y a différents domaines dans lesquels on investit, en fait. Voilà. Et quels sont ces différents domaines, à part l'immobilier? Non, eux aussi vont sur le marché boursier. Okay. Par exemple, l'État togolais avait lancé son emprunt obligataire sur 5 ans et 7 ans. Et le Togo devait rassembler 100 milliards. Et vous allez voir que la population togolaise peut quand même avoir ces 100 milliards, mais il n'y a pas une organisation pour que ce que chacun a un peu chez lui, on puisse rassembler pour aller sur le marché. Donc ça veut dire que c'est quelques-uns qui ont ces organisations chez eux, dans leur pays, qui vont peut-être maintenant prendre une seule personne qui va venir dire, ah, le Togo a besoin de 100 milliards, nous avons rassemblé peut-être 50 milliards que nous venons pour investir. Et donc, les intérêts que le Togo va payer, si c'est dans un autre pays qui sont sortis pour venir, donc ça retourne dans ce pays. Mais les Togolais que nous sommes, en fin de compte, quels sont ceux qui vont payer? C'est nous. Voilà. Mais si on était organisé avec l'intelligence financière, comme nous sommes en train de faire, chacun est éduqué, nous allons avoir des structures et on se met en petits groupes de 100, 200, 500, 1000 personnes. Et puis, comme au niveau de l'Église, c'est vraiment une force titanesque que si on pouvait canaliser tous ces efforts-là, vous allez voir que nous allons faire de grands exploits. Donc aujourd'hui, si vous avez des épargnes, quand vous allez aussi à la banque, c'est possible de dire à la banque que, bon, mon compte d'épargne là, je ne veux pas toucher régulièrement, je laisse ça pour vous, et là, durant un an, donnez-moi, par exemple, il y a certaines banques qui vont jusqu'à 4,5% le taux annuel. Donc, si vous déposez chez cette banque-là, vous allez avoir juste... J'étais avec un grand frère et on était en train de penser un peu au niveau des banques, que si tu as aujourd'hui 100 millions et tu donnes ça à une banque, tu peux négocier jusqu'à avoir au moins 5 ou 6% de taux d'intérêt annuel. C'est énorme. Donc ça veut dire que si tu mets 100 millions, au moins, tu auras 6 millions à peu près là. Et maintenant, 6 millions là, ça veut dire que si c'est de ça que tu veux vivre, tu vas dire, j'aurai 6 millions dans une année, j'ai divisé 6 millions par 12 pour voir chaque mois combien je peux dépenser. Et là, vous allez voir que quand il va mettre ça, donc, il a déposé que 100 millions à la banque. Chaque année, la banque retourne 6 millions et puis lui, il gère les 6 millions là. Et l'argent continue pas à produire. Et les 100 millions restent toujours à lui. Voilà. Et par exemple, un jeune frère, une jeune sœur étudiante qui nous suit actuellement, comment lui peut faire pour diversifier? Peut-être sa principale source de revenus, c'est les aides, qu'on ait des allocations qu'on donne sur le campus. Comment est-ce qu'il peut arriver? Parce que c'est de donner en fait l'envie aux gens de le faire, quoi. Voilà. Et là, samedi surpassé, j'étais dans une formation. Il y avait un jeune étudiant qui est venu me merveiller avec son exemple. Elle a pris, c'est une jeune fille d'ailleurs, elle a pris ces aides-là. Et comme elle venait d'un village, dans le village, il y a élevage de porcs. Et maintenant, elle a pris une partie de ces aides qu'elle a reçues. Elle est allée donner ça au village. Et on a acheté donc 2 porcs pour elle. Et puis, on a commencé par élever. Donc, elle est au campus ici en train de continuer ses cours. Et ça produit là-bas. Et puis, comme les porcs aussi mettent bas plusieurs petits là. Donc, après 8 mois,
on a amené beaucoup d'argent, ce que les autres étudiants qui ont pris les aides là n'ont pas pu faire. Donc maintenant, si l'étudiant qui prend ces aides, ou bien même on lui a donné l'argent qu'il doit dépenser durant un trimestre, c'est les parents qui ont donné. Il doit regarder dans mon environnement quelle autre activité je peux exercer pour que les autres me donnent de l'argent. C'est de là qu'on parle de l'intelligence financière. Par exemple, si son intelligence est développée, va dire, mais tiens, tous les étudiants qui viennent à l'université utilisent des bics. Ok. Et ils achètent leurs bics. Donc maintenant, tu peux aller prendre, ne serait-ce que moins de 5 000, tu achètes un paquet de bics. Toi, tu viens à l'envie avec ça. Je vends des bics et si quelqu'un, son écriteau ne marche pas bien, vous me voyez 100 francs et puis vous avez votre bic. Donc ça veut dire que lui peut venir et il vend 10 bics par jour. Donc il rentre avec 1000 francs chaque jour. C'est ça l'intelligence financière. Donc autour de nous, il y a déjà tout ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est de regarder les besoins des autres qui ne sont pas satisfaits et mettre votre argent là-bas, et puis ça vous ramène de l'argent. Par exemple, une maman qui vend les gâteaux, comment peut-elle faire, elle autre, pour diversifier et cette seule source de revenus qu'elle a et qui provient directement de la vente de ses gâteaux? Oui, si elle vend des gâteaux et elle veut diversifier. Maintenant, si nous voulons chercher rapidement pour dire que elle vend des gâteaux, hein. Bon, peut-être c'est à base de farine de blé. Bon, elle veut diversifier de sources de revenus. Ceux qui viennent acheter les gâteaux, peut-être consomment de l'huile. Ok. Maintenant, elle va dire, bon, je prends un bidon de 25 litres d'huile pour frire mes gâteaux. Mais un bidon de 25 litres d'huile, ça doit couvrir presque un mois. Mais pendant que je suis en train de vendre mes gâteaux, ceux qui viennent acheter, ils consomment de l'huile. Donc, mon huile là, je vais prendre une partie en train de leur revendre. Et j'ai en train d'utiliser aussi pour frire mes gâteaux. Et quand je vends les gâteaux, ça me rentabilise. Et puis aussi, je vends l'huile, j'ai aussi le bénéfice. Et en un mois donné, vous allez voir que ces activités ont évolué, puisqu'elle a amené l'huile. Que quelqu'un vienne acheter l'huile ou pas, elle l'utilise pour fabriquer les gâteaux qu'elle vend déjà. Parce que c'est l'activité principale. Maintenant, elle dit, ah, vous venez manger les gâteaux, je vends aussi l'huile. Hein. Qui n'utilise pas l'huile à la maison? Voilà. Tout le monde. Donc, ainsi de suite, comme ça. Et elle va voir comment, à partir de l'activité principale, greffer d'autres activités qui n'empiètent pas sur son activité principale, mais ça est en train de créer des choses. Et ça peut être le charbon qu'elle utilise pour frire. Voilà. Et elle peut commencer par attacher aussi, pour mettre à côté. Et même la farine, il y en a, c'est pas seulement du gâteau qu'on fait avec de la farine du blé. Il y en a plein de choses qu'on fait avec. Voilà. Donc, je crois que peut-être nous sommes en train de créer d'activités à une étudiante, à un étudiant, à un jeune homme, à une femme à quelque part. Donc, cette émission, justement, le but, c'est de vous donner les outils nécessaires à pouvoir mettre en application pour aussi devenir quelqu'un de demain, comme on dit. Alors, quand nous parlons de rentabiliser, comment faire donc pour... parce que déjà, tu as une source, tu en as deux, tu en as trois. Et maintenant, comment faire maintenant pour les rentabiliser? Pour que l'argent puisse venir comme tu le veux, en fait. Oui, effectivement, pour rentabiliser vos sources de revenus, il faut veiller à ce que les sources qu'on crée ne viennent pas accombrer notre principale source de revenus. Okay. C'est ça qui est primordial. Et si la principale source de revenus n'est pas trop porteur, peut-être celles qui suivent après sont très porteurs. Comment est-ce qu'on va gérer? Oui, c'est ça aussi qui permet les migrations. C'est-à-dire que j'étais dans tel domaine, demain, je suis en train de voir que, bon, ici, là, il n'y a pas d'avenir encore pour cette activité, donc je crée autre chose en parallèle.
Et c'est pour ça même qu'il faut diversifier, parce que ce qui est rentable aujourd'hui, ce qui est recherché aujourd'hui, peut être non rentable dans 5 ans. Voilà, donc si c'est comme ça, nous devons prendre des dispositions pour aussi aborder d'autres domaines rapidement, pour savoir quels sont les domaines viables. Donc là, quand on parlait de la rentabilité, c'est-à-dire, on regarde les sources qu'on crée. La source que je viens de créer, la principale, quand je fais le taux de rentabilité, combien je mets comme effort, combien je mets comme argent et combien j'ai retour comme sur investissement mis. Je regarde chaque mois les choses. Quand je crée une autre source parallèle aussi, je continue par évaluer tout ça. Et si c'est vraiment au niveau des entreprises, ça dit qu'on crée des activités parallèles et on va voir que peut-être on a d'abord créé, je prends les maisons de vente de véhicules, au premier abord, c'est juste vendre les véhicules. Mais après, on a mis service après-vente. Quand votre véhicule tombe en panne, vous ramenez, nous, on vous répare tout ça. Quand vous avez besoin de voir des pièces de rechange, nous avons déjà des pièces de rechange pour vous. Un service de nettoyage aussi voilà. Là-bas. Donc, on met tout ça là à côté pour générer d'autres sources de revenus. Donc, maintenant, vous allez voir, par exemple, j'ai croisé un monsieur qui me disait, il est dans les transits. Donc, son activité principale, c'était transitaire. Donc, il est transitaire et il faisait les transits des marchandises. Et il s'est rendu compte que quand il finit de sortir les bagages au port pour amener ça au client, ce que le chauffeur qui va transporter le conteneur du port jusqu'à la livraison, il y a vraiment beaucoup d'argent qui passe là-bas. En même temps, lui aussi, il a créé une société de transport. Pour que lorsqu'il finit de faire le dédouanement de vos marchandises, lui-même, il est en même temps le transporteur. Et donc, il commence depuis l'arrivée de marchandises jusqu'au dépôt, il vous amène ça. C'est très intelligent. Voilà. Donc maintenant, après, là où il est en train de vouloir aller, il y a besoin, il y a d'autres, quand les marchandises sortent, les gens ont besoin des grands entrepôts pour entreposer. Donc maintenant, comme il est en train d'évoluer, il va aussi vers ce domaine d'acheter un peu à la périphérie, construire des grands entrepôts. Donc il peut prendre tes marchandises et dire, bon, comme on ne peut pas tout te convoyer en même temps, tu viens déposer ça dans mon entrepôt, autant de commencer par convoyer petit à petit. Donc voilà un peu comment on crée des activités et on cherche leur rentabilité. Mais celui qui ne considère pas le risque de diversification, il peut tellement diversifier que à un moment donné, c'est cette diversification-là qui va le noyer. Bien sûr. Parce qu'il est allé dans des domaines qui sont en contradiction tellement que il est obligé d'être au four et au moulin. Et ça ne marche pas. Mais l'exemple que je viens de donner, lui, il est transitaire. Il a mis société de transport. Donc, il finit de dédouaner, ses camions transportent, et puis maintenant, ainsi de suite. Il est sur la chaîne. Donc, il n'a fait que compléter son activité principale. Alors, à quel moment on parle de verticalité? Parce que j'ai vu que vous avez beaucoup parlé de l'horizontalité. Et maintenant, la verticalité, c'est à quel moment? La verticalité, là, c'est de ça que nous sommes en train de parler comme ça. C'est-à-dire qu'on crée des activités parallèles qui sont dans le même siège. Dans le même sillage que ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Par exemple, maintenant, société de transport, c'est bien sûr une société à part, bien sûr, mais qui vient compléter la société de transit que le monsieur a déjà développée. Maintenant, quand il va quitter là-bas, comme il veut diversifier, là, il a dit qu'il veut rentrer dans l'agriculture. Il est rentré dans l'agriculture. Donc, quand il est rentré dans l'agriculture, ce n'est pas sa formation. Lui, il a fait une formation de transitaire.
et il a la compétence et il fait son transit pour faire le transport aussi. Lui-même, il n'est pas chauffeur. Donc, il a amené une compétence. Et là, maintenant, dans la diversification, tu vas savoir que quelle compétence je peux solliciter pour venir m'aider à diversifier mes sources de revenus. C'est ce que nous avons dit, par exemple, la dame de vente de bouillie. Elle vendait bouillie à Goizongo. Maintenant, elle cherche une personne qui peut vendre la même bouillie à Bepota. Donc, elle a sollicité une autre compétence pour venir faire le travail qu'elle-même fait ici. Mais maintenant, par exemple, ce monsieur, lui, il rentre dans l'agriculture, il n'est pas spécialiste, il recrute un spécialiste, du domaine. Et puis maintenant, il a recruté aussi ceux qui conduisent les tracteurs là. Et puis, avec 5 personnes, il a une ferme d'agriculture de, si je n'exagère pas, presque 35 hectares. Wow, c'est énorme là. Voilà. Donc, il va là-bas de temps en temps pour visiter, mais la grande partie, ça lui revient, puisque les autres, il leur donnent du salaire, et puis bon, à la fin, il a tout ce qu'il doit avoir. Et docteur, vous savez que nous avons un problème principal quand on est en activité, où on essaie de générer des sources de revenus. Le problème principal que l'on rencontre, c'est le non-paiement en fait. C'est-à-dire des gens qui viennent payer à crédit et l'argent n'est pas remboursé à temps. Et maintenant, les sources de revenus vont commencer directement par en souffrir. Alors, quel conseil avez-vous à donner à nos mamans, à tous ceux-là qui entreprennent des activités, en fait, et qui sont dans ce dynamisme ou bien dans cette dynamique de pouvoir diversifier leurs sources d'entreprise, les sources de revenus, mais rencontrent ce problème-là parce que quelqu'un viendra vers toi pour te dire « Non, bah, j'ai pas les moyens aujourd'hui, tu me vends après et je vais te payer. » Parce que je dirais pas dans mon quartier, à quelque part, j'ai vu quelqu'un qui avait une entreprise, mais l'entreprise s'est éteinte du jour au lendemain. Et quand je me suis renseignée un peu, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait trop de crédits, que les chantiers ne payaient pas. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges-là? Oui, effectivement, c'est les compétences financières qu'il faut développer. Parce que vous êtes là pour vendre et rentabiliser votre activité. Bien sûr. Maintenant, quand est-ce qu'il faut vendre à crédit? Il faut étudier la solvabilité de celui qui est en train de prendre vos produits ou bien celui qui est en train de solliciter vos services pour voir sa capacité financière. C'est pour ça que en éducation financière, on dit on calcule le taux d'endettement de la personne et on calcule aussi la capacité de remboursement. Par exemple, quelqu'un qui gagne un salaire de 100 000 et il vient prendre chez vous des produits qui dépassent son salaire. Déjà, si lui gagne 100 000 et il vient prendre chez vous des produits qui dépassent 100 000, mais comment vous saurez que cette personne gagne ce salaire-là? Peut-être par rapport au crédit qu'il prend, quoi. Bon, c'est là aussi pour ceux qui sont dans la gestion de l'argent, ils savent quand même ce qu'il faut poser comme question, ainsi de suite. Il y a d'autres même, ils vont jusqu'à demander le bulletin de paye pour pouvoir s'assurer qu'effectivement, ou bien il y a d'autres qui vont même faire des demandes de relevé de compte pour voir à peu près comment l'argent passe sur le compte de la personne. Sinon, la personne va venir vous bluffer tout à l'heure. Vous allez penser que vous avez trouvé un gros client, mais c'est quelqu'un qui va prendre vos marchandises. Mais cette démarche-là, c'est bon pour les grandes entreprises et ceux qui font de très grosses affaires. Mais pour, par exemple, une personne qui a une boutique d'alimentation, je ne sais quoi, d'habits, de vêtements, comment cette personne peut savoir que le client que j'ai en face aujourd'hui, la cliente, n'a pas la capacité financière nécessaire pour pouvoir me rembourser après? Oui, bon. Des fois aussi, on dit, celui qui a l'argent, quand on le voit, on sait. Par exemple,
Un jour, j'étais en train de parler avec certains d'une microfinance là, et dit, bon, si quelqu'un vient solliciter le crédit chez vous, il y a les minimums, les BABA que vous demandez. Quelqu'un qui vit avec l'argent, qui a l'argent, et qui vit avec l'argent à l'aise, vous allez demander certains jours, la personne n'hésite pas à donner. Mais si, par exemple, vous demandez, vous-même là, dans la maison vous habitez, est-ce que c'est votre propriété ou bien c'est pour quelqu'un? Et vous êtes en location. Quelqu'un qui vient prendre peut-être 30 millions chez vous, et la personne est en location, ça veut dire que ses affaires ne sont pas dans les hauteurs des 30 millions. Voilà. Ou bien la personne n'a pas l'habitude de gérer de tels montants. C'est ce que ça veut dire. Sinon, quelqu'un qui gère beaucoup d'argent, qui brasse beaucoup d'argent, quand la personne vient, il y a les minimums que quelqu'un doit avoir. C'est vrai qu'on ne pourra pas cerner tous les contours, mais voilà. Les conseils que vous pourrez donner à ceux-là qui exercent des activités, pas de très grosses sommes, mais qui ont quand même un capital plus ou moins important pour générer, parfois pour mener une activité. Quels conseils est-ce que vous avez à leur donner et par rapport à ces crédits non remboursés? Comment ils vont faire pour rentabiliser vraiment? Oui, bon, ça dépend du contrat aussi qui a lié celui qui est venu prendre et celle qui a vendu. Par exemple, si vous êtes dans une boutique, la personne est venue prendre chez vous le riz à crédit, l'huile à crédit, le sucre à crédit. Vous n'avez rien écrit comme papier. Ça ne va pas marcher. Au moins, vous allez vouloir faire le recouvrement. C'est parce que dans nos pays, comme nous n'avons pas tellement évolué en éducation financière, que qu'on soit aussi dans d'autres domaines, c'est ce qui fait que on n'a pas la notion de contrat. Il vient, il veut prendre, on dit tu signes le contrat ou bien tu l'envoies chez ton huissier ou bien chez ton notaire, il signe là-bas. Et là, il sait que c'est sérieux. Voilà. Donc maintenant, demain, quand il y a problème, ce n'est pas toi. Donc tu actives la voix du huissier ou bien la voix de notaire pour dire, bon, celui-là, ce qu'il a dit comme promesse, il n'honore pas. L'huissier, quand lui va, qu'est-ce qu'il a? On peut saisir pour vendre et rembourser ce qu'il a contracté comme dette ici et puis c'est fini. Sinon, des fois, on reste entre nous, on parle, bon, et puis ça s'arrête là. Même des fois, bon, les commissariats et autres là ne peuvent pas gérer parce que il n'y a pas de tellement d'écrits ou bien de contrats qui, bon, légifèrent maintenant ce que vous avez fait. Et aussi, au niveau de l'intelligence financière, par exemple, si votre boutique, vous avez dans votre boutique 10 millions, c'est-à-dire les articles que vous avez entreposés, ça fait 10 millions. 10 millions. Quel est le taux sur les 10 millions que vous voulez accorder à crédit pour ne pas faire faillite? Surtout si vous avez loué la boutique, vous payez le loyer, vous devez renouveler les stocks. Maintenant, si sur les 10 millions, vous vendez 8 millions à crédit, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas très intelligent. Vous vendez combien? Sur 10 millions de marchandises. Vous vendez 8 millions. 8 millions à crédit. C'est sûr que vous allez fermer bientôt. Voilà. Parce que ça ne va pas tenir. Mais si sur les 10 millions, vous dites qu'au moins, ma marge bénéficiaire se situe dans tel montant. Et si je vends tel nombre d'articles, voilà les marges que j'aurai. Et à un moment donné, vous allez voir que je viens de vendre presque la moitié des articles et j'ai déjà rentabilisé en termes de récupération de capital investi. Maintenant, tu peux dire, bon, ce qui reste, c'est au niveau de mon bénéfice. Maintenant, je peux commencer par sortir ça à crédit. Même si la personne ne m'a pas remboursé dans un mois que la personne dit, je tiens debout parce que
j'ai déjà quand même rentabilisé ce que j'aime. Merci et beaucoup. C'est avec ces taux-là qu'on doit gérer donc, pour pouvoir tenir. Parce que c'est dans votre marge bénéficiaire que vous utilisez maintenant. Même si ce n'est pas rentré rapidement. Peut-être quelqu'un prend, c'est dans 6 mois que la personne viendra, c'est maintenant que j'ai trouvé. Tu dis, il n'y a pas de problème. Ça rentre. Mais si ça touche le capital, là, c'est grave. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un dit là. Ça veut dire que tu as pris une partie du poulet qui pond les œufs et tu as coupé l'aile droite pour vendre à quelqu'un et ça ne va pas venir. Là, t'es cuit, hein? Ça ne va pas survivre. Mais si c'est une partie des œufs que tu as pris pour donner et ne pas donner aussi tous les œufs parce que il faudrait que certains œufs restent pour pouvoir. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Oui, chers téléspectateurs, cette émission, je crois que vous en avez appris un peu plus sur cette question de comment diversifier, rentabiliser les sources de revenus. Il est très capital d'en avoir plusieurs et il est très, très, très primordial de pouvoir les rentabiliser. Et c'est ce que nous a appris aujourd'hui le docteur Bayero Emmanuel, qui est un spécialiste en intelligence financière. Alors, docteur, nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, laissez un mot, un tout dernier à nos chers téléspectateurs en quelques secondes. Oui, pour dire bonnement que chacun entretienne sa principale source de revenus et à partir de cette source principale-là, chercher à créer d'autres. Donc, épargner et investir dans d'autres activités. Par exemple, si je connais votre boutique et si vous acceptez, quand moi j'ai un peu de surplus d'épargne chez moi, je viens investir dans votre boutique. Donc, quand vous me promettez que, bon, si j'investis 10 000, vous allez me donner peut-être 15% chaque fin d'année. Donc, quand je viens chez vous, je sais que à la fin de l'année, j'aurai un intérêt venant de vous. Et comme ça, en investissant dans les boutiques de plusieurs personnes, dans un dit qu'à la fin de l'année, j'ai beaucoup qui me reviennent, ainsi de suite. Merci donc, beaucoup. C'est pour ça que nous encourageons chacun à diversifier ses sources de revenus. Merci beaucoup, docteur. C'est sur ces beaux mots du docteur que nous bouclons cette émission. Vous l'avez compris, efforcez-vous d'en diversifier, c'est-à-dire vos sources de revenus et rentabilisez-les surtout, afin que la dîme soit facile à payer, afin que l'offrande soit facile à donner et tout ce qui va avec les besoins de la maison soit satisfait. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine.